Aujourd'hui, le retour du roi. C'est quand Alex est revenu qu'il puisse vous demander des trucs et au niveau de... S'il vous plaît, reprenez-moi, je suis triste aujourd'hui, j'avais la barbe, j'étais triste, j'ai des hémorroïdes. Mes bien chers geeks, mes bien chères geekettes, bienvenue dans ce 100% du mardi, un 100% au sommaire bien chargé. C'est pour ça d'ailleurs que je ne me permettrai pas de faire des vannes sur le lancement du sommaire parce que c'est beaucoup trop chargé. Donc tout de suite j'annonce, il y aura quoi? Il y aura un reportage, il y aura le temps perdu, il y aura rétro et magique. Ah ouais, c'était bien ça. Et tout de suite, il y a les news. Ça doit être encore le TGS? C'est le TGS, Rémi? Ah, c'est plus le TGS? Mon Dieu, enfin, il est là! Après toutes ces années d'attente, voici enfin Shenmue 3! Ah non, en fait c'est juste Ryo Hazuki qui fait le guignol dans Sega All-Star Racing. Dommage. Le jeu vidéo est un univers dans lequel tout est permis. Enfin, c'est ce qu'ont dû se dire les développeurs indépendants de College Lacrosse 2010. Pour ceux qui ne le sauraient pas, lacrosse est un sport collectif américain dans lequel les joueurs sont équipés d'une sorte de filet à papillons. Oui, c'est ça, un filet à papillons. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeu ne mise pas sur ses graphismes, pour le moins minimaliste. Certains diront, c'est pas beau de se moquer. Ouais, mais il faut pas abuser. Trêve de plaisanterie, il se destine clairement aux fans de la discipline et sera disponible sur XBLA aux États-Unis tout du moins. L'éditeur français Digital Bros lance à partir du 29 octobre prochain une nouvelle collection destinée aux joueurs PC baptisée Les Indispensables. Celle-ci regroupera les jeux suivants: Armagold, Battle for the Pacific, Europa Universalis, Nicopol et Soldier of Fortune, Payback. L'intérêt, c'est que tous ces titres seront commercialisés au prix de 19,99 €. Lorsqu'on sait qu'au départ, certains d'entre eux en coûtaient 70, on se dit qu'il faut parfois savoir être patient. Ben non, hein, c'était pas le TGS, mais c'est pas grave, faut me faire pardonner, j'ai préparé un super truc pour le reportage. J'ai préparé un super truc pour le reportage. Je crois qu'il n'y a pas assez d'air dans cette pièce. Happy birthday to you, Shadowrun. Happy birthday to you, Shadowrun. Happy birthday to you, Shadowrun. Reportage sur les 20 ans de Shadowrun. En 1989, sortait un jeu de rôle unique en son genre, Shadowrun. Avec son univers mélangeant cyberpunk et fantasy, Shadowrun devint rapidement un jeu culte, engendrant 4 éditions, des dizaines de romans, plusieurs jeux vidéo, un jeu de cartes et même un jeu de figurines. Shadowrun fête cette année ses 20 ans. Pour l'occasion, 2 des auteurs du jeu, Rob Boyle et Peter Taylor, étaient présents au monde du jeu.
Alors, le concept du jeu a-t-il beaucoup changé au fil des années? I like to say it's a game where you shoot people in the face for money, and that hasn't changed. It's counter the norm. You're not an anti-hero. You're a mercenary. You're nasty. And the thing is, the reality of 2070 Shadowrun is what players today want. The reality of 1989 Shadowrun, the original 2050, was what players in 1989 liked. You look at the covers, and I still remember why I bought Shadowrun. Went into a bookstore and I saw it on the shelf, the cover, with the elf with the pointy ears hacking the computer, the girl with the cut-off jeans, and it's very the 80s. It's Billy Idol, it's that atmosphere. But the important thing for me is you pick up Shadowrun today and the attitude, the setting is the same. You have the different cultures. You have Europe and the United States. It's no longer just American culture. Second edition and third edition was a bit that. And you lost a little of the globalized feel. And you look around today, and it's much truer to what we see in the world. And I think you'll see that in the books that are coming out this year. The feeling is global. The attitude is global. It's no longer just, one country, one culture. And that's very true of the world we see today, as much as the technology is updated. I think it's been very interesting. I love that Shadowrun has the activated storyline, the ongoing universe with the plot, and that was one of the funnest things to work on, was always how to keep the plot going, how to work the elements in, and I think we've done a really good job of kind of, over time, expanding it, partly in a way expanding it away from its North American influence at first and kind of the focus on Seattle and kind of enveloping the whole world, making it more of a globe-trotting type game in some aspects. I think also the rules have developed quite a bit over time. Obviously, they've gotten simpler, and the game has gotten a little more accessible to new players with the 4th edition, which is one of our main goals with the 4th edition. So I think it just continues to grow and be a good game, I think, so it's good. Cette mondialisation de Shadowrun a été rendue possible en impliquant davantage les distributeurs locaux. Ainsi, l'éditeur français du jeu, Black Book Edition, a pu proposer des chapitres inédits consacrés à la France dans l'univers de Shadowrun. The plan is to continue to do those kind of chapters. There's also a plan to the European companies, at least, to cooperate more and develop projects that are that play off the European setting as well, not just the American setting. We understand that a lot of Europeans like Seattle because they've played there all along. But books like L'Europe des Ombres, my first work, is really got them into playing Europe and seeing the potential that the European culture has for the setting. And we're going to be playing to that, like Socks. There will be more books as well like that in the future. Shadowrun in the United States and in Europe is still very much cyberpunk. It's got the new technologies, but the ideal is still very much cyberpunk, which means technology is bad in a way. It's dehumanizing. In Japan, it's not seen like that. So it's cool. And just that difference in approach makes for a different setting. But the content will be fully compatible always. From now on, everything is discussed and integrated, and there will be no mega plots that happen there that don't have consequences around the world. L'une des grandes richesses de l'univers Shadowrun vient également de ses scénarios complexes développés sur plusieurs années. C'est ce que l'on appelle le métaplot. L'un de ces métaplots reposait sur le crossover avec un autre jeu des mêmes auteurs, Hearthstone, qui se déroule quant à lui à plusieurs milliers d'années avant notre ère, durant le mythique Âge des légendes. Un background aussi riche pourrait se révéler un peu intimidant pour les nouveaux joueurs. One of the problems that a lot of people faced with SR3, particularly, was the type of story that was being told as metaplot was very big, was epic. And it doesn't fit with the way many people play the game, which is very street level. So one of the things Rob and then me wanted to address was doing this game in a way that a new player didn't feel like he had to know all the history, all the secrets to play.
So we decided consciously to push to the background all the Earth-Dawn links, all the huge meta plot for the beginning of SR4. And slowly reintroduce it in a new way so that people who start playing now, because in America and in large parts of the world where the game is being released, almost 50% of the players are new, or started with Shadowrun 4. They don't know SR1 or SR2. They don't know Harlequin. They don't know Eren. They don't know Dunkelson because they don't have the reference. So when we introduced that stuff, we wanted to do it in an organic way. Heureusement, les vieux fans n'ont pas été oubliés. Il se pourrait bien que l'anniversaire de Shadowrun leur réserve quelques surprises. It was always our intention to do a very big, epic metaplot for the 20th anniversary. And you will see a familiar face coming back at the end of the year. And the idea is that the Dawn of the Artifacts is a build-up, and then there's 4 adventures, and then there will be a campaign. And the campaign is a tribute to all the editions, not just the first one. So it will feature the characters that we know and love since the old time. So it's very well planned. Aujourd'hui, un mardi d'anthologie. Parce que là, vraiment, j'ai envie de prendre Nicolas Robin dans mes bras comme ça, de le serrer contre mon cœur. Parce que c'est vrai qu'il y a un jeu, tout le monde en est fou ici. On n'en parle jamais, on n'en entend jamais parler, on voit jamais une critique, jamais de chez Marcus. Alors maintenant, je fais des gros bisous à Nicolas Robin, qui dans son temps perdu, il va nous parler de Pain. Bonjour, ce meuble en kit pas cher vous plaît beaucoup. Malheureusement, pour le ramener chez vous, il faudra payer une livraison qui coûte 3 fois son prix. Alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bien vite de perdu. Eh bien non, je ne pourrais pas parler de Pain. Non seulement parce que ça fait mal, mais aussi et surtout parce que sa classification fait qu'on ne peut en parler aussi tôt dans la journée sur une grande chaîne de télévision. Oh, enfin, peut-être pas, mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour faire la transition avec le sublime et génialissime Benoît que, décidément, j'aime beaucoup. Et en plus, dans le cas d'une rediff, ça marche même pas. Mais de toute façon, ce que je voulais vous dire, c'est que sur le net, le plus souvent, il n'y a pas de classification pour les jeux gratuits. Alors parfois, je suis obligé de recourir à quelques petites astuces pour pouvoir vous parler de certains jeux. Dans certains cas, il suffit de faire un peu attention au montage. Par exemple, dans Vox Populi Vox Dei, A Werewolf Thriller de Pablo Weremczuk, dès que le héros se précipite sur un loup-garou, hop, je coupe. Ou alors, je décide de ne montrer que les passages les plus normaux. Et paf, le tour est joué. Après, je n'ai plus qu'à vous dire que c'est une des révélations de cet été, que c'est trop bien mais super court, et que nous attendons la suite avec impatience. De temps en temps, c'est un peu plus compliqué, alors j'applique la bonne vieille méthode du changement de couleur. Après tout, qui se soucie de savoir si le liquide il est vert, noir ou rouge vif? Ainsi, dans Toss the Turtle, plus de problème. Même maman peut profiter de l'émission en disant, je cite, « Ouah, c'est trop kawaii ce jeu! C'est génial de pouvoir balancer une tortue trop choupinette et de lui tirer dessus pour qu'elle rebondisse le plus loin possible en se prenant des bombes et des coups de tronçonneuse. Tu devrais jouer mon petit chaton. » Après, il n'y a pas que la violence qu'il faut dissimuler, il y a aussi les trululus. Ainsi, dans Icicle de Danknat, je suis bien embêté. Le monsieur est tout nu sur son vélo. Alors j'utilise le classique mais tellement pratique effet mosaïque. Bon, c'est sûr que maintenant on comprend un peu moins qu'il s'agit d'un très bon jeu de plateforme, où un pauvre diable erre désespérément dans un désert glacial avec pour seul bien son fidèle vélo. Mais bon, toute cette glace, moi, ça me fait penser à l'hiver, qui lui-même me fait penser à la neige, qui elle-même me fait penser aux boules. Et les boules, ça s'adapte plutôt bien en mosaïque, je trouve. Et puis, il y a les jeux baignant dans la kawaii attitude la plus totale. Tant de mièvreries que c'en est écœurant. Même les estomacs les plus accrochés ne peuvent résister à cela. C'est dans ces moments-là que l'on doit recourir au nec plus ultra, le flou gaussien. Bon, et là, vous me dites, on n'y voit plus rien. Bon, d'accord. Bon, eh bien, sachez que Abooba est un extraterrestre et que vous devrez l'aider à rentrer sur sa planète. Pour cela, il faudra résoudre tout plein d'énigmes façon point and click durant un bon quart d'heure. L'ensemble est sympathique, même si le côté mignon trognon pique un peu les yeux. Mais ça, vous vous en moquez car je sais bien que vous n'avez pas oublié que, pour gagner plus, jouez plus.
Attendez, vous allez voir, je vais vous faire une imitation, vous allez le reconnaître. J'ai un Mickey Mouse, un courtin dans sa housse, et quand tu le secoues, il mousse. J'ai un Mickey Mouse, une paire de pamplemousse, qui fiche aux blondes, aux rousses, la frousse. Et oui, Julien Pirou, Rétro et magique, avec Mickey Mouse. C'était l'imitation de Julien Pirou. Après les sagas Illusion et Magical Quest, le troisième et dernier épisode de Retro and Magic consacré aux aventures vidéoludiques de Mickey Mouse se consacrera cette fois-ci aux épisodes one-shot, des jeux indépendants qui ne font pas partie d'une série. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Fantasia est un film musical réalisé par Walt Disney en 1940, rendant hommage au plus grand thème de la musique classique dans une série de sketchs animés. Ce n'était pas forcément le film de Disney le plus facile à transposer en jeu vidéo, pourtant Infogrames tenta de relever le défi au début des années 90. Le joueur y incarne Mickey, tout droit sorti du célèbre sketch de l'apprenti sorcier. Pendant son sommeil, les notes de musique de Fantasia sont volées, et Mickey doit les retrouver au travers de 4 mondes inspirés des sketchs du film, et thématisés autour des éléments eau, feu, air et terre. Si l'exercice ne manque pas de panache, force est d'admettre que Fantasia le jeu vidéo n'est pas une franche réussite. Bien que plutôt joli, le jeu d'Infogrames se révèle très difficile et peu maniable. D'ailleurs, nous avons été obligés de tricher pour saisir les images de ce RAM, ce qui n'arrive pas souvent. Le point fort du jeu restera donc sa bande-son, dans laquelle on retrouve les œuvres de Bach, Moussorgsky, Beethoven, Tchaïkovski, Stravinsky, Dukas ou encore Ponchielli. Tommy réalisera en 1994 un jeu de plateforme un peu spécial mettant en scène la souris la plus célèbre du monde, Mickey no Tokyo Disneyland Daiboken. Comme son nom l'indique, le jeu prend place dans le parc Tokyo Disneyland. Et les niveaux reprennent les décors et l'imagerie des attractions les plus emblématiques des parcs Disney. Pirates des Caraïbes, le manoir hanté, Big Thunder Mountain. Le but du jeu est de retrouver les différents personnages Disney que Patibulaire a capturés dans le but de les empêcher de participer à la parade. Le jeu est également intéressant par son gameplay qui repose sur l'utilisation de ballons bleus et rouges. Les ballons bleus peuvent être remplis d'eau. Mickey peut les utiliser pour les jeter à la face des ennemis, éteindre des flammes ou encore appuyer sur des interrupteurs. Les ballons rouges sont remplis d'air chaud et peuvent être utilisés pour planer ou se propulser dans une direction, un peu comme le jetpack dans Rocket Knight Adventures. Bref, Mickey no Tokyo Disneyland Daiboken est un jeu de qualité qui ravira les fans de l'univers des parcs Disney et reste très sympathique pour les autres grâce à ses jolis graphismes, ses musiques entraînantes et son gameplay accrocheur. Nous avons gardé le meilleur pour la fin avec le sublime Mickey Mania. Réalisé par le studio Traveler's Tales, connu pour son travail sur Lender, Pugsy ou plus récemment la série des jeux Lego, Mickey Mania est certainement l'un des plus beaux, si ce n'est le plus beau jeu de plateforme sorti sur console 16 bits. L'animation, les décors, les couleurs, tout contribue à faire de Mickey Mania un régal pour les yeux. Le jeu propose de parcourir les plus célèbres cartoons mettant en scène Mickey Mouse. Le jeu commence en noir et blanc avec Steamboat Willie, le premier cartoon parlant qui en 1928 allait faire de Mickey une star. Au fur et à mesure que le joueur progresse, la couleur s'invite dans le jeu, propulsant Mickey à travers le temps du Savant Fou de 1933 au Prince et le Pauvre de 1990, en passant par les Revenants solitaires de 1937. Une épopée magique pour quiconque aime l'animation. En dehors de ce gimmick scénaristique particulièrement bien trouvé, Mickey Mania est resté célèbre pour ses séquences en pseudo 3D, comme l'escalade de la tour en flammes ou la scène où Mickey doit échapper à un élan enragé. La musique n'est pas en reste, avec des thèmes accrocheurs qui collent parfaitement à l'ambiance des dessins animés originaux, et qui restent dans la tête longtemps après avoir éteint la console.
A noter que la version méga CD du jeu, que vous pouvez voir sur ces images, possède une fabuleuse bande-son réorchestrée en qualité CD. Mickey Mania n'était pas très long, un reproche qui restera décidément associé à l'ensemble des jeux mettant en scène la souris de Disney. Le jeu compensait sa faible durée de vie par une difficulté assez élevée. Et voilà, ainsi se termine la troisième et dernière partie de notre triptyque consacrée à la mascotte de Disney. Mickey s'est fait plus rare depuis l'avènement de la 3D, ses dernières apparitions ayant été dans les jeux d'aventure Magical Mirror et Panic à Mickeyville, au début des années 2000. Oui, non, finalement, Julien Pirou, il a pas beaucoup d'humour. Alors, je vous fais quand même des bisous. Des bisous à Julien Pirou, je suis désolé, pardon Julien Pirou. Mais des bisous à tous, et puis demain Pili, après-demain moi, puis des bisous, mais d'un seul œil. Bye.